je voulais vous dire que, bon, je vous remercie d'être là, à nouveau. Bon, moi j'ai accepté cette année encore de poursuivre dans cette voie, mais le problème c'est que bon, moi on me dit tu fais de l'histoire régionale sur ce qui t'intéresse toi. Bon, mais alors ça veut dire que quand même c'est mes dadas, ça c'est pas forcément bon les autres, ceux des autres, et puis il faudrait peut-être que, mais ça je vais m'en occuper, il faut s'en occuper, si j'ai bien compris on doit établir le programme pour le mois d'avril à peu près, au mois d'avril pour l'année suivante. Je vais voir quand même de mettre en place, si on veut, et je dois en discuter avec Jean-François, puis il en discutera, je suppose, au niveau du CA, peu importe, mais j'aimerais que l'histoire régionale se soit confiée plus à un petit groupe, ou un groupe, et qu'on puisse établir des cycles sur des thématiques, avec intervention de plusieurs personnes, quoi, par exemple. Je pense, par exemple, à un thème. Bon, il avait été question de le faire, et puis, bon, moi, je ne pouvais pas le faire tout seul. Sur l'école, enfin, l'école au sens le plus large possible. Il faut qu'on arrive à le mettre en place pour l'an prochain. Mais vous comprenez que moi, il y a des gens qui ont travaillé sur, par exemple, l'enseignement féminin dans le département. Bon, je pense à quelqu'un en particulier. Moi, je ne vais pas aller lire ce qu'elle a fait pour ensuite le reproduire ici. Puisqu'elle est membre de l'UTL, elle peut venir le présenter elle-même. Voilà, ça fait une séance. Bon, vous comprenez, et ainsi de suite. Pour l'enseignement religieux, pour tel ou tel établissement, pour l'enseignement agricole, aussi pour l'architecture scolaire, etc. Bon, il y a des gens qui ont travaillé dans le département, et ce serait bien qu'on établisse ensemble un cycle de cours sur, mettons, une dizaine de séances, on doit pouvoir sur l'année, mais voilà, il faudrait que ce soit prêt pour au moins que ce soit conçu pour le mois d'avril. Alors, parce que je vais continuer, moi, à évoquer le Conseil général des Hautes-Pyrénées. Bon, à travers le Conseil général des Hautes-Pyrénées, on fait une histoire politique du département aussi. Et cette année, là, on va aller au bout, parce que il faut qu'on arrive à 2015. Nous avons 12 séances. J'ai compté, cette année, il y en a 6 avant les vacances avant Noël, et 6 après. Alors il y a une partie chronologique sur l'évolution politique. Bon, je voudrais qu'elle soit terminer ça dans les 6 premières séances, ou éventuellement en débordant sur la 7e, parce qu'on déborde toujours. D'ailleurs là, je déborde avec mon introduction. Et ensuite, il faudrait que je puisse étudier des thèmes, qu'on puisse réfléchir un peu sur cette institution, et que dans les 2 dernières séances au moins, on puisse avoir une discussion ou un échange et une réflexion, plus exactement, sur le rôle de cette institution depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et sur son utilité, parce que vous savez qu'elle est remise en cause. Périodiquement, ça va et ça vient. Bon. Actuellement, étant donné qu'ils veulent faire des économies, on dit les collectivités territoriales dépensent trop, et notamment les conseils généraux. Bon, trop parce qu'il y a des routes à construire, etc., etc. Bon, bref, mais on voit pas tout ça, vous comprenez. Alors, je crois qu'il faudra qu'on mène une réflexion. Alors là. Je reviens sur la Troisième République, la période 1870-1940. On va y consacrer les 2 séances, celle d'aujourd'hui et la séance suivante.
Après, on abordera le conseil départemental. Le conseil général, il a été dissous et supprimé en octobre 1940 par le régime de Vichy, et qui a mis en place d'abord une commission départementale et ensuite un conseil départemental nommé, dont le président a été Maurice Trélu. Alors, il faudra qu'on évoque Maurice Trélu, et comme il y a eu une biographie sur Maurice Trélu faite par Soulet, je pense qu'il viendra nous parler de Trélu et on pourra échanger. Voilà, après, on abordera toute la période postérieure à la guerre jusqu'à nos jours. Alors, sous la Troisième République, l'an dernier, j'avais passé du temps sur la période 1870-1900. Alors, je rappelle rapidement que le Conseil général, la majorité du Conseil général jusqu'en 1880 était tenue par des conservateurs, monarchistes qui n'acceptaient pas la République. Les républicains ont gagné à partir de la majorité à partir de 1880. Et puis, il y a eu des reclassements politiques importants à partir de 1891-92, c'est-à-dire à partir du moment du ralliement des catholiques au régime républicain à la suite de l'encyclique papale au milieu des sollicitudes. Le pape demanda aux catholiques d'accepter les institutions républicaines et le régime républicain pour mieux le faire évoluer, pour mieux défendre l'Église catholique de l'intérieur. Voilà. Bon. Alors on a eu là des reclassements politiques qui se sont effectués. Et puis, en 1901, il y a la loi sur les associations, que vous connaissez. D'ailleurs, l'UTL relève de la loi sur les associations de 1901. Mais cette loi de 1901, elle a permis aussi la création de partis politiques. Voilà. Parce que jusque-là, on parlait par exemple du parti républicain ou du parti de l'ordre ou du parti conservateur. Il y avait différents types de partis, mais en fait, ce n'étaient pas des partis organisés comme des associations et structurés. Ça correspondait en gros aux groupes politiques qui siégeaient dans les instances, comme le Sénat ou l'Assemblée ou la Chambre des députés à l'époque. Bon. À partir de 1901, les partis politiques vont s'organiser. Alors, dès 1901, le premier qui s'organise, ce sont les républicains. Alors, ce sont les républicains défenseurs intransigeants de la République dans les années 1870-80 et qu'on appelait les républicains radicaux. Bon. Et qui sont à l'origine du radicalisme. Alors, le mot radicalisme est à nuancer, parce que, alors dans les Hautes-Pyrénées, nous avons une situation un peu particulière, mais le radicalisme, quand on parle du parti radical, on pense à un parti qui date de 1901, mais qui aujourd'hui existe toujours, divisé en deux, mais qui n'a pas des positions radicales aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de radicalité, on la voit plus à l'extrême gauche, la radicalité, ou à la gauche de la gauche. Bon. Mais ce parti-là, dans les années 1860, Gambetta par exemple, ou ensuite dans les années 1870 et 80, quelqu'un comme Clémenceau, ils avaient des positions républicaines radicales, intransigeantes, si vous voulez. Et après, au fur et à mesure que leurs espérances, leurs idées se réalisent, ils deviennent moins radicaux. Mais on continue à parler de parti radical. Bon. C'est très ambigu, ça. Il s'appelle Parti républicain radical et radical socialiste, parce que au sein de ce parti, il y a des gens qui intègrent les problèmes sociaux. Il naît en 1901
Et la fédération des Hautes-Pyrénées, il y a une fédération qui va se créer dans les Hautes-Pyrénées du Parti radical et radical-socialiste, c'est en 1905, 4 ans après. Je ne sais pas si j'ai pensé, je ne l'ai pas noté, mais tout au long du 19e siècle, jusqu'à ce que en gros, les années 1880-90 en France, il y a plusieurs questions politiques qui se posent. Mais la première question, c'est ce qu'ils appelaient la question politique, c'est-à-dire la question du régime politique. La République, la démocratie, le suffrage universel, par exemple. Et tout ce qui va autour. Ça a été une bataille pour imposer le suffrage universel tout au long du XIXe siècle et pour imposer le régime républicain. Donc, jusqu'à cette époque, jusqu'aux années 1880, c'est la question, et ça qui est première, la question politique. Il y a une deuxième question politique derrière, c'est celle de la laïcité, du rôle de la place de l'Église dans la société. Du rôle politique de l'Église, parce que l'Église avait un rôle politique. Quand ces questions sont traitées au début du XIXe siècle, au début du XXe siècle, pardon, il y a une question qui existait déjà, mais qui n'était pas considérée comme prioritaire dans le débat politique, c'est la question sociale qui va apparaître. Comme disait Jaurès, il faut traiter de la question sociale. En disant, je ne sais plus quelle était sa formule, mais il dit maintenant le Français, il est citoyen dans son pays, mais dès l'instant où il rentre dans une entreprise, il est sujet de son patron. Et il n'y a pas de démocratie à l'intérieur de l'entreprise. D'où son idée de créer ce qu'il appelait la République sociale. Donc, une fois que les questions politiques sont résolues, plus ou moins bien, c'est la question sociale qui va se poser. Et donc, on voit surgir d'autres problématiques politiques. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va avoir l'occasion d'en parler, parce que dans les Hautes-Pyrénées, elle ne va pas se poser tout de suite la question sociale, où elle va apparaître minoritaire, puis elle va devenir franchement plus importante. Et le Parti radical va être débordé sur sa gauche à ce moment-là. Aujourd'hui, on a une autre question qui a surgi il y a maintenant une 50aine d'années, à peu près, même un peu plus, mais c'est la question écologique. Voilà. Qui est une question qu'il faut intégrer aussi dans le débat politique. Alors, le parti républicain radical et radical socialiste, parce qu'il y avait une frange du Parti radical au niveau national qui intégrait la question sociale. Il est créé donc en 1901, la Fédération des Hautes-Pyrénées en 1965. À la fin de l'année 1901, un deuxième parti est créé qui est l'Alliance républicaine démocratique. Qui est un parti qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de centriste, centre-droit. Pour eux, ce qui est primordial, c'est la question politique. La question religieuse aussi, la question laïque. Un de ses représentants en 1901, c'est Waldeck-Rousseau, celui qui est à l'origine de la loi de 1901, qui avait d'ailleurs été l'auteur de la loi de 1884, il était ministre à l'époque, autorisant le syndicalisme. Dans les Hautes-Pyrénées, l'Alliance républicaine démocratique existe et elle crée une fédération en 1905. Dans des textes, ils se qualifient de républicaines de gauche. Ils sont centre-gauche, c'est le centre-gauche de l'époque, si vous voulez. Puis, un autre parti se crée en 1902, c'est l'Alliance libérale populaire. Ce sont des libéraux, mais défenseurs hostiles aux lois de séparation de l'Église et de l'État, l'ALP. Une fédération est créée dans les Hautes-Pyrénées en 1903, par quelqu'un dont j'ai parlé l'an dernier, qui était Alicot. Et puis,
il y a un autre parti qui se crée à droite dès 1903, qui est la Fédération républicaine, dont longtemps un certain Louis Marin a été le responsable national, mais qui n'a jamais eu d'élu dans les Hautes-Pyrénées, la Fédération républicaine. Elle n'a pas existé, il n'y avait pas de section départementale. Enfin, en 1905, différents partis socialistes, 5 petits partis socialistes, qui adhéraient tous à l'Internationale ouvrière. Ils adhéraient tous à l'Internationale ouvrière. Et en 1905, ils se sont réunis pour créer ce qu'on appelait la SFIO. Alors, à votre âge, je pense que c'est pas faire injure, mais vous avez tous entendu parler de la SFIO. En France, elle est devenue officiellement PS en 1969. Enfin, bon, peut-être que ça vous dit rien, effectivement, si vous vous intéressiez pas à l'époque, mais par exemple, Guy Mollet, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Guy Mollet était le secrétaire général de la SFIO, section. Alors, SFIO, ça veut dire Section française de l'Internationale ouvrière. Bon. Donc, et Jaurès a joué un très grand rôle pour unifier ces différents partis qui se disaient tous socialistes, mais qui n'avaient pas forcément les mêmes objectifs, la même idéologie, etc. Bon. Il y a des courants, ils arrivaient à se rejoindre quand même. C'est créé en 1905 en France, et dans les Hautes-Pyrénées, en 1909, il y a 5 sections. Ça ne crée pas une section départementale, hein, mais ce sont des sections qui se créent sur des lieux précis. Bon, il y en a une à Tarbes, il y en a une à Bagnères de Bigorre et une à Séméac. Bon. Après, il y en a une à Rabastens. Alors, moi, j'ai pas creusé, mais Rabastens, en général, elles se sont créées là où il y avait une activité industrielle, hein, et où il y avait des ouvriers, hein, et aussi où la CGT, qui avait été créée en 1895, était présente. Bon. Rabastens, j'ai pas creusé. Tarbes, Bagnères de Bigorre, Séméac, oui. Arreau également. Alors, Arreau, et en 1912, une section est créée à Pierrefitte-Nestalas. Alors, c'est lié ça à des problèmes sociaux qui se sont posés. Arreau, parce que plus en amont, il y a eu les 2 premières centrales hydroélectriques qui ont été créées dans le département par la Compagnie du Midi, était la centrale de Soulom et la centrale d'Égette, hein, en Haute-Vallée d'Or. Bon. Or, on n'imagine pas le travail que ça a représenté, parce que il a fallu creuser des galeries souterraines, les conduites, construire les centrales. Encore, la construction de la centrale elle-même du bâtiment, c'était pas le plus dur. Le plus dur, si je prends l'exemple de Soulom, vous avez un tunnel souterrain qu'on ne voit pas, hein, qui capte l'eau au pont de la Reine en montant sur Luce, et qui ramène, ce tunnel, ce canal souterrain, il arrive à l'horizontale, à plusieurs centaines de mètres au-dessus de la centrale de Soulom, et là, il y a une chute d'eau qui fait tourner la turbine. Mais ça a été un chantier énorme, hein, avec une main-d'œuvre d'ailleurs souvent d'origine espagnole, hein, des Aragonais ou aussi des Catalans qui sont venus travailler là. Bon. Et dans des conditions difficiles, très difficiles. Au point que à Soulom, il y a eu une grève qui a duré 2 mois, entre le mois de mai et le début juillet 1912. Hein, c'est la première longue grève du département, 1912, menée par des cégétistes qui s'étaient constitués en syndicat à ce moment-là. Et finalement, alors, au début, les autorités sont indifférentes, mais elles vont finir
par se réveiller, parce que juillet 1912, c'est aussi le début de la saison touristique à Cauterets. Et les gens qui viennent à Cauterets, alors c'est un autre univers, hein. À l'époque, dans les stations thermales, et à Cauterets en particulier, là, il y a une vie mondaine extraordinaire, vous comprenez. Sarah Bernard vient jouer au théâtre de la nature, d'autres, etc. Bon, voilà. Alors, 9 kilomètres en bas, et il y a des gens qui sont en grève parce qu'ils ont d'énormes difficultés. Bon. Et c'est le résultat de cette grève. Bon, ils ont obtenu des avantages, hein, sociaux, etc., au niveau salariaux, etc., bon, qui ont été plus ou moins repris dans l'année qui a suivi, parce que les nouveaux embauchés n'ont pas touché les mêmes salaires et qu'ils n'avaient pas les contrats d'embauche de garantie énormes. Néanmoins, ce qui en est resté à Pierrefitte, ça a été la création d'une section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, hein, avec des parlementaires parisiens qui étaient venus les soutenir, etc. Dans l'Humanité, qui était à l'époque le journal de Jaurès, il y avait eu des articles qui rendaient compte de ce qui se passait à Pierrefitte-l'Estalas. Ça paraît intéressant. Et par ailleurs, il y avait, avant la guerre de 14 sur Toulouse, un jeune avocat qui s'était spécialisé dans la défense des grévistes dans les mouvements sociaux. Et il les avait aidés. Cet avocat, il sera connu plus tard parce qu'il fera de la politique, il a été ministre des Finances au Front Populaire et il a été le premier président de la 4e République, c'était Vincent Auriol. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, à l'époque, ça avait fait du bruit. Bon, on avait parlé dans les journaux de la grève de Pierrefitte, mais en fait, elle avait lieu à Soulom. Alors, les commerçants de Pierrefitte, ils avaient fait passer des communiqués en disant « La grève n'a pas lieu à Pierrefitte, elle a lieu à Soulom. » Bon, sous-entendu, alors que ça se touche, tout était mélangé. Bon. Donc, voilà, création de la SFIO en 1905. C'est une apparition, et à cette occasion, d'ailleurs, il y avait beaucoup de cégétistes de l'Arsenal de Tarbes qui sont venus conseiller les grévistes de Pierrefitte. Hein. Et curieusement, d'ailleurs, sur ces cégétistes qui sont venus, il y en a qui étaient membres de la SFIO, mais d'autres qui étaient encore membres du cercle radical socialiste tarbais. Hein, bon. Bon, voilà, je vous dis tout ça, c'est pour vous donner le panorama des partis qui se créent. Et sur fond de deux questions, la question politique, encore le suffrage universel, la République, c'est admis. La question sur la laïcité, ça, c'est très présent encore, et ça va l'être longtemps, surtout dans l'arrondissement d'Argelès, hein, à Lourdes, c'est présent. Ainsi que l'apparition de la question sociale. Bon. Alors, oui, j'ai noté là une expression, mais le parti républicain radical et radical socialiste. On pourrait décrire les radicaux socialistes, ceux qui avaient des préoccupations sociales, c'était surtout centré sur Tarbes. Hein. Tarbes, il y avait l'Arsenal, etc. Bon, par contre, les républicains radicaux qui se préoccupaient moins de la question sociale, c'était les radicaux de la campagne, si je puis dire, hein, des chefs-lieux de cantons ruraux, etc. Il y avait, en gros, si on peut dire, les radicaux des villes et les radicaux des champs. Hein. Bon. En gros, parce qu'ils n'avaient pas... vous comprenez, en ville, on parle de problèmes sociaux, tandis que si on va se mettre à parler de ça, de remise en cause de la propriété avec les paysans, c'est pas la peine de se présenter, surtout à l'époque où le département était rural. Bon, alors, je voulais faire cette petite introduction parce que les radicaux, pourquoi parler d'eux ? Eh bien parce que c'est eux qui vont rapidement dominer la vie politique départementale. Et en y regardant de près, l'instrument de leur domination, ça a été le Conseil général. Hein, ça peut paraître bizarre, mais parce qu'il y a tout un système qui s'est organisé autour de ça. Alors, il y a plusieurs aires radicales. La première, moi je l'arrête à 1934, 1901-1934. Pourquoi ? Parce qu'en 1934, ils ont perdu la majorité au Conseil général et la droite a pris la présidence du Conseil général. Bon, ça n'a duré que 3 ans, mais c'était la fin d'une époque. Parce qu'il y a une deuxième génération radicale qui va apparaître juste à la fin des années 30,
et puis qui va atteindre la maturité, si vous voulez, sous la 4e République. Bon. Mais ce ne sera pas sur les mêmes assises sociologiques ou politiques. Alors, d'autre part, je précise, nous sommes un des derniers départements, il n'y en a plus beaucoup, où il y a encore des radicaux de gauche. Hein, bon, mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Depuis 2017, je pense qu'il y a beaucoup de choses, comme en France d'ailleurs, beaucoup volé en éclats sur le plan des clivages politiques. Il faudra attendre un peu pour voir comment tout ça évolue et se termine. Mais par exemple, j'ai appris que l'actuel président du Conseil général, mais qui est issu des rangs des radicaux de gauche, n'est plus encarté chez les radicaux de gauche. Il est un peu nulle part. Hein. Il y a eu un effet de souffle macroniste qui fait que ça a en gros perturbé tous les partis traditionnels dits de gouvernement. Enfin, vous voyez, au niveau des socialistes aussi, vous avez d'anciens conseillers généraux socialistes qui sont aujourd'hui macronistes, c'est vrai chez les radicaux, mais c'est vrai aussi à droite. Hein, bon. Bref, le paysage a été perturbé, mais c'est pas mon sujet. Non, je ne vais pas ouvrir d'autres parenthèses parce que sinon on n'en finira pas. Mais je voulais simplement dire une chose, c'est qu'aujourd'hui on parle de la 4e République, mais finalement, est-ce que c'est le système... on a dit la 4e République est ingouvernable, mais la 4e République n'est pas gouvernable parce que il y a une opposition à gauche, qui est le Parti communiste, qui ne veut pas jouer le jeu des institutions et qui ne veut pas participer au gouvernement. Donc il est impossible d'avoir une majorité de gauche sous la 4e République parce que le Parti communiste, qui fait à l'époque 25-26% des voix au niveau national, ne veut pas participer. Et puis à droite, vous avez le parti fondé par le général de Gaulle, le Rassemblement du peuple français, qui ne veut pas non plus participer, parce qu'il n'est pas d'accord avec ses institutions, etc. Et lui aussi, il fait 20%. Alors, comment voulez-vous gouverner? Vous avez une double opposition. Une double opposition, mais qui ne peuvent pas se conjuguer ou s'additionner. Voilà. Alors, vous êtes obligé de faire des alliances qui vont de la SFIO au CNIP. Le CNIP, c'était le Centre national des indépendants et paysans, parti libéral, dont une grande figure sous la 4e République était Antoine Pinet, qui était très libéral. Bon. Et alors, il y avait des gouvernements qui allaient de la SFIO au MRP sans le CNIP, ou des gouvernements qui allaient du CNIP au Parti radical sans la SFIO, parce qu'ils ne pouvaient pas... il y avait des incompatibilités. C'était difficile à gouverner. Voilà. Mais ce n'était pas lié à l'absence de proportionnel ou pas, parce qu'aujourd'hui, avec un régime dont on nous disait qu'il garantissait la stabilité, eh bien, on a la même situation. Voilà. Alors ça... c'est un problème plus politique. Mais il faudrait réfléchir là-dessus, parce que on entend beaucoup de critiques. La 4e République, il y a eu des choses qui n'ont pas bien marché, mais il y a eu des choses qui ont marché. Hein. C'est elle qui a relancé les 30 Glorieuses. On en a vu les bénéfices au début des années 60. Mais en fait, tout ça, ce sont des bases qui ont été posées avant, grâce à l'aide du plan Marshall, mais ce sont des bases qui ont été posées dans les années 40 et 50, fin des années 40, début des années 50. Donc c'est elle qui a semé, mais elle n'a pas récolté. Bon. Alors, je reviens à mes radicaux. La première ère radicale, dans le département des Hautes-Pyrénées. Voilà. Nous allons voir d'abord l'alliance entre les radicaux et l'ARD, l'Alliance républicaine démocratique, c'est-à-dire le centre droit ou centre gauche de l'époque. Hein, ils sont alliés de 1901 jusqu'à 1919. Ensuite, je pensais évoquer ce qu'était le système radical, c'est-à-dire comment fonctionnait le système radical
l'organisation dans les Hautes-Pyrénées dans cette période-là, 1901 à 1919 et même un peu au-delà, et puis voir dans une troisième partie la remise en cause de l'hégémonie radicale entre 1919 et 1934. Bon, alors, l'alliance entre les radicaux et l'ARD. L'ARD, dans le département, elle existe surtout, alors à Tarbes, avec un personnage, c'est lié aux gens autour, parce que Gustave Baudens est un notaire, pas à Castelnau même, je pense, je me souviens plus, mais c'est une vieille famille, c'est le troisième sur une dynastie à être conseiller général. À Bordère-Louron, même chose, Gustave Abadie, qui est quelqu'un qui a été président du Conseil général de 1893 jusqu'en 1901. Dans les cantons où il y a des ARD, eh bien, c'est les cantons essentiellement de l'arrondissement d'Argelès. Aucun, par exemple, les docteurs Trélaun, Argelès, oui, avec Sénac, puis Trélaun, puis finalement Pierre Dupuis, le fils de Jean Dupuis. À Lourdes, c'est La Peyre et La Case, et à Aussun également, on a un conseiller général qui est ARD, centre-gauche. Après, il y en a un à Trie, et puis un autre à Viellore. Et puis Magnoac, bien sûr, à Tarbes Sud. Mais c'est donc dans l'ouest qu'on les trouve. Alors ça, c'était une constante. Et c'est toujours une constante. Quand on regarde, alors évidemment, à l'avenir, je ne peux pas préjuger ce que sera l'avenir, mais je me souviens de Louis Laspal qui me disait toujours, un ancien collègue du lycée de Tarbes qui était spécialiste d'histoire politique, qui a beaucoup travaillé là-dessus, il disait que l'ouest du département est plus modéré, comme il disait jamais à droite, il disait plus modéré que l'est du département. Et c'est vrai que l'est a toujours voté plus à gauche que l'ouest du département. Alors, bon, pourquoi? Il y a la présence de Lourdes, il y a peut-être des raisons, un fondement religieux ancien, je ne sais pas, la présence de Lourdes et influence aussi de l'ancien collège de Saint-Pé. Bon, ça, il faudrait le démontrer, mais quand vous regardez par exemple l'annuaire des élèves de Saint-Pé de Bigorre, vous pouvez voir le nombre considérable au XIXe siècle de gens de famille du Val d'Azun ou même de la Veille de Barège qui ont un enfant qui est à Saint-Pé. Bon, et il y a toujours un curé dans ces familles-là, quoi. Bon, après, il y avait trop d'enfants et il fallait bien en faire quelque chose. Bon. Et surtout les cadets, ceux qui n'héritaient pas. Bon. Alors après, on retrouve les autres, les radicaux, on en trouve beaucoup, effectivement, dans l'est du département. Bagnères de Bigorre, avec Jules Sansotte, Campan, on en voit également à Moléon-Barousse, etc. Et dans le nord du département, avec Vic, en particulier Maubourguet. Donc le nord du département et l'est du département sont plutôt sous l'influence radicale et l'ARD, l'allié ARD, il est plutôt dans l'arrondissement d'Argelès. Bon, voilà pour la répartition. Mais si on regarde d'autres élections, les villes principales et les chefs-lieux de canton ont un maire radical. Alors, pas Lourdes, mais encore qui sont proches de l'ARD. Mais le maire de Tarbes, c'est Magnoac, l'ARD, qui en 1912 vont se fâcher avec les radicaux. Il va y avoir deux listes, et c'est les radicaux qui vont gagner l'élection en 1912. Avec le soutien d'une section socialiste naissante d'ailleurs, et c'est Alexandre Bouet qui deviendra maire de Tarbes. Bagnères de Bigorre, c'est la même chose, on a un radical à la tête, c'est Prosper Noguès. À Vic, c'est Joseph Fitte qui va rester maire jusqu'à sa mort. Lannemezan, Maubourguet.
Argelès aussi bascule, hein, et a un maire radical à partir de 1910. Bon, donc les villes les plus connues du département sont aux mains des radicaux. Et j'ai vu, oui, il y a à peu près 15 chefs-lieux de canton au total. Hein, alors il y a 26 cantons, mais il y a un canton qui a le même chef-lieu, c'est Tarbes, puisque Tarbes est coupé en deux, Tarbes Nord et Tarbes Sud à l'époque. Hein. Donc sur 25 chefs-lieux de canton, 15 ont un maire radical. C'est pour vous donner une idée du poids des radicaux. Alors, à partir de là, il est logique que les sièges de sénateurs qui sont élus par les conseillers municipaux, hein, et essentiellement par les maires, échoient aux radicaux. Alors, nous avons 2 sénateurs depuis la création du Sénat, et ceux qui sont élus en 1900, c'est Jean Dupuy, évidemment, Jean Dupuy qui est sénateur depuis 1891, alors c'est un Parisien, hein, grand patron de la presse parisienne, du Petit Parisien, qui est venu chercher un siège dans les Hautes-Pyrénées, hein, mais qui s'est implanté, et puis, et qui a, entre parenthèses, créé un journal qui s'appelait Les Pyrénées. Il a joué un rôle, il a avec Magnoac, puis Boué, avec la municipalité tarbaise et les conseillers tarbais, pour transformer le grand séminaire en école nationale professionnelle, c'est-à-dire l'actuel lycée Jean Dupuy. Hein. L'actuel lycée Jean Dupuy qui porte son nom, c'était l'ancien grand séminaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, hein, je pense. Donc P. de Bidou est élu en 1900 sénateur avec Jean Dupuy. Bon, ils font, comme on dit, un ticket. Hein. Ils se présentent unis face aux électeurs, aux grands électeurs. Les radicaux auraient pu présenter 2 candidats radicaux. Mais non, il y a l'alliance avec Jean Dupuy qui compte, parce que Jean Dupuy a été plusieurs fois ministre de l'Agriculture, des Travaux Publics, des Transports, etc. Donc c'est un personnage qui compte et dont on ne veut pas se couper. Et donc il y a une alliance entre les radicaux et les républicains de gauche, ou l'ARD. Également, ils sont réélus en 1909, ils sont réélus au début de l'année 1919, hein, comme sénateurs. Alors après, les élections les plus qui évidemment concernent l'ensemble de la population comme électorat, c'est les circonscriptions législatives pour la Chambre des députés. À l'époque, nous avons 4 circonscriptions. Une circonscription à Tarbes, pratiquement la ville de Tarbes et puis les cantons qui sont autour, et puis le nord de l'arrondissement de Tarbes. Bon, Tarbes-Vic. Et puis nous avons la 3e circonscription Bagnères de Bigorre, la 3e circonscription c'est Bagnères de Bigorre-Lannemezan, et la 4e circonscription c'est Argelès-Lourdes. Alors, dans les 3 premières circonscriptions, Tarbes, Tarbes-Vic, Bagnères de Bigorre-Lannemezan, tout au long de la période 1900-1919, les députés sont des radicaux. Hein. À Tarbes, il y a eu successivement Léopold d'Ascq de 1900 à 1906, et puis Gaston Dreyt, qui était journaliste à Tarbes, il y a une rue, hein, la rue Gaston Dreyt, qui a été élu en 1906, et réélu en 1910, réélu en 1914. Bon. Dans la 2e circonscription de Tarbes-Vic, sur toute la période, il y a un élu unique qui est Joseph Fitt, qui était un vétérinaire de Vic, qui était un personnage truculent, notamment dans les comptes rendus du Conseil général. C'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup et puis qui est parfois pas toujours souple dans son comportement. Il pique des colères, etc. Bon. Dans la 3e circonscription, Bagnères de Bigorre-Lannemezan, alors il y a eu un personnage qui était de la région de la Barthe, si je ne me trompe pas, Frédéric Auzin, en 1902 élu, puis dès 1906, il y a quelqu'un qui va rester là très longtemps, jusque dans les années 30, c'est Prosper Noguès, hein, élu en 1906, 1910, 1914. C'était un avocat,
et il était originaire de Mauléon-Barousse, et il était conseiller général de Mauléon-Barousse, tout en étant maire de Bagnères. Prosper Noguès, qu'on appelait toque-manette à Bagnères. Bon, on a fait ça, on en a appelé des toque-manettes, parce que... Bon, je vais vous montrer les portraits de tous ces gens-là. Dans la 4e circonscription, c'est plus compliqué. La circonscription Argelès-Foulde, on n'a pas de radicaux. Et là, les radicaux laissent la place à l'allié. Bon, alors, il y a eu un trublion qui est venu... Alors, traditionnellement, depuis 1892, c'est Alicot qui était libéral, qui était élu député. Et puis en 1902-1906, Alicot, il a eu un adversaire qui est arrivé, qui changeait de circonscription, parce qu'il savait qu'il allait être battu à Vic par Fitte, il est allé se présenter à Argelès. C'est Charles Achille Foulde. Charles Achille Foulde, qui a annoncé qu'il voterait la séparation de l'Église et de l'État, qu'il était pour, et qu'il a voté. Hein, bon. Mais c'était le nom de Foulde, alors les gens, Foulde, c'est un peu un nom magique, qu'on soit de droite ou de gauche, etc. Foulde, c'est un mythe, et donc on vote pour lui, sans savoir exactement ce qu'il représente. Néanmoins, il a quand même des opposants. Et Foulde est élu en 1902, et en 1906, il est de nouveau battu par Alicot. Lorsque Foulde est élu et candidat en 1902 et en 1906, il est soutenu par les radicaux du coin, d'Argelès. Hein. Ce qui vaudra d'ailleurs des volets de bois vert dans un journal hebdomadaire qu'ils avaient, le Radical Socialiste, des radicaux du département contre les radicaux d'Argelès, hein, en disant qu'ils se faisaient avoir. Hein, bon, parce qu'il achetait quand même, hein, dans les mairies où Foulde était candidat le jour d'une élection législative, il paraît qu'on pouvait aller boire facilement dans les auberges, etc. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait demandé l'annulation de l'élection pour ça d'ailleurs. Hein. Et puis, en 1910, c'est Paul Dupuy qui est élu. Hein. Paul Dupuy est élu en 1910, donc lui, c'est le fils de Jean Dupuy, c'est le second fils, mais c'est un peu l'héritier spirituel de son papa. Il a fait progresser beaucoup le journal. Il avait été voir aux États-Unis, il était fasciné par les États-Unis et le développement industriel, etc. Il est revenu en ayant épousé une Américaine, et aussi avec plein d'idées nouvelles en matière de presse. Alors, c'est lui qui est à l'origine du journal, il s'appelait pas Science et Vie à l'époque, mais Les Sciences de la Vie. Aussi sur le cyclisme, il finançait les activités sportives. Au tout début du Tour de France, il a contribué à financer. Et j'ai même vu cet été en lisant des choses sur lui, il mériterait vraiment au moins un article dans le bulletin de la société académique, parce qu'il s'est intéressé aussi. Il a introduit par exemple la bande dessinée dans les journaux, hein, des dessins. Bon, ça se faisait aux États-Unis, mais pas chez nous. Ça s'appelait des comic strips. Alors on m'a dit, j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire? On m'a dit bande dessinée. Bon, je vais pas insister. Donc on a vous voyez qui c'est qu'ils tiennent en fait les 4 circonscriptions. Bon, je vais vous montrer quelques portraits de ces gens-là. Voilà. Adolphe P. de Bidou, hein, un personnage, j'aime bien la moustache frisée, hein, c'est le personnage typique de l'époque, hein, ça nous remet un peu dans l'ambiance, et Jean Dupuy, hein, sur cette photo, également, là j'ai passé, voilà, 3 députés radicaux. J'ai pas de photos de certains, Frédéric Ozun, etc. Mais là, j'ai quelques photos. Alors, Gaston Dreyt et Prosper Noguès, ça c'est la photo officielle que vous trouvez sur le site de l'Assemblée nationale. Hein. Si vous cherchez vos anciens parlementaires, il y a une photo. Mais parfois, il n'y en a pas, quoi. Hein. Et alors, c'est des photos posées. On voit d'ailleurs que c'est le même fond, etc. Bon. Mais on a, c'est Prosper Noguès avant la guerre de 14, hein, parce qu'après on a des photos de lui beaucoup plus vieux. Et là vous avez Joseph Fitte, alors à Vic,
Hein, c'est une photo, j'ai dû trouver ça sur Internet, et on voit le personnage. C'était un personnage assez fort, carré, qui devait aimer les banquiers républicains, etc. Quoi. Bon, sinon, à l'époque, je pense que si vous n'aimiez pas les banquiers républicains, je pense que c'est pas la peine de se présenter dans le milieu rural. Bon. Deux personnages d'Argelès, alors, Charles Achille-Fould, qui effectue, ça c'est un dessin, mais on a des photos, il fait très dandy, mais ça n'était un, je pense, hein. Et puis Paul Dupuis, personnage qui fait plus français moyen, quoi. Ne serait-ce que parce qu'il est chauve. Bon. Il est mort jeune, lui. Hein. Il est mort en 1927. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a eu, je revérifierai, mais en un week-end, il a été plié. Et il avait à peine la quarantaine, quoi. Bon, voilà. Alors, domination électorale. Cette domination, elle est contestée, évidemment. Ça commence, la contestation, d'abord à Tarbes. À Tarbes, elle est contestée. Il va y avoir une rupture progressive à partir de 1910 entre Magnoac et les radicaux socialistes. Surtout que Bouët est soutenu par la SFIO. C'est sur des positions, alors sur des choix de politique municipale, bien sûr, mais aussi sur des positions de principe. Hein. Je vous montre une photo qui illustre, qui est une photo qui représente, alors, vous la trouvez sur le site Loucrup 65. On trouve des choses intéressantes sur le site Loucrup 65. Hein. On voit deux personnages ici. Je vais voir si je peux les montrer. Georges Dazé et Gaston Dreyt. Et l'événement, c'est l'inauguration du temple maçonnique de Tarbes. Voilà. Alors, effectivement, il y a le poids de la franc-maçonnerie. Georges Dazé a été le fondateur de la SFIO dans le département des Hautes-Pyrénées. Et il est proche de Gaston Dreyt. Hein. Et ça, eux, ils veulent aller beaucoup plus loin en matière laïque, etc. Et ça ne plaît pas du tout à Magnoac, qui s'appuie sur un électorat plus modéré. Et ça va finir par une rupture entre les deux, au point que Bouët présente une liste aux élections municipales de 1912, et c'est lui qui l'emporte. Bon. Il y a des mesures qui sont adoptées, Bouët pas député, mais Prosper Noguès à Bagnères de Bigorre, il est critiqué aussi sur des positions qu'il prend par l'aile modérée. Et en particulier, en 1910, lors des élections de 1910, après les élections de 1910, il écrit une lettre aux électeurs pour expliquer, en se justifiant, vous savez pourquoi? Parce qu'il a voté la loi sur les retraites. Hein, donc il y avait une opposition à ça, hein, se justifier parce que auprès des électeurs bagnérés, parce qu'on a voté la loi sur les retraites, hein, bon, et la loi sur les retraites de 1910, c'était quand même pas la retraite à 60 ans, hein, bon, mais Jaurès avait dit c'est un moindre mal, hein, on poussera l'âge plus loin, bon, autrement dit, ça veut dire que Noguès a des préoccupations sociales aussi. Et c'est là-dessus que se fait le clivage. Dans la circonscription d'Argelès aussi, il y a, j'ai mis la domination électorale, domination contestée. Oui, alors, dans l'arrondissement d'Argelès-Lourdes, et dans l'arrondissement d'Argelès-Lourdes, c'est une caricature que je vous ai montrée l'an dernier. Le problème dans l'arrondissement d'Argelès-Lourdes, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Bon. La question sociale, elle n'est pas encore posée. Même s'il y a eu la grève de Pierrefitte en 1912, c'est sur la fin de la période. Mais la question religieuse est présente. Alors là, vous avez une caricature qui représente l'évêque de l'époque, Monseigneur Schöpfer, hein, qui est ici, et Jean Dupuis. Et Paul Dupuis, pardon. Alors on les présente comme étant deux alliés.
on met une mitre sur la tête de Paul Dupuy, ainsi qu'une la crosse, et l'évêque, on lui a mis le tablier de franc-maçon. Hein. Bon, et à l'entrée de la mairie, venez l'union fait la force. Alors, c'est Justin Lacaze. Pourquoi on reconnaît Justin Lacaze? Parce que il a fondé la banque Lacaze de Lourdes, banque qui a duré jusque dans les années 70, 80, je ne sais plus, elle a fait une faillite retentissante. Mais Justin Lacaze, le fondateur, donc avec évidemment ses sacs dans lesquels il doit y avoir de l'or peut-être, bon, et son écharpe de mer. Bref, on essaye d'attirer les rats de Lourdes. Bon. C'est une affiche qui était une carte postale. Hein. Moi, ça, c'est une carte postale et de Yann, vous savez, qui a publié pas mal de cartes postales. Bon, c'est très tendu. D'ailleurs, en 1914, aux élections de 1914, Paul Dupuy a été battu aux législatives par un illustre inconnu dans le département, un certain Lacave-Laplagne. Qui a fait qu'un mandat, de 1914 à 1919, qui n'était pas du tout un Bigourdan, il était gersois. Et c'est un monsieur, alors, avec Jean-François Lenaille, il avait regretté aussi que il est mort centenaire, un peu plus de 100 ans, et on aurait pu le rencontrer, quoi. Alors il a écrit un livre de souvenirs et de mémoires, donc notamment aussi sur cette période. C'est quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup ensuite à la diplomatie. Et alors, une anecdote, il faudrait creuser aussi, mais c'est qu'au début de la Première Guerre mondiale, au mois de juillet, il y a à Lourdes une espèce de congrès eucharistique, donc il y a pas mal de gens qui sont venus d'ailleurs, et notamment il y a des cardinaux autrichiens, et il y a une archiduchesse autrichienne à Lourdes au mois de juillet 1914. Alors, toute l'inquiétude de la diplomatie autrichienne, puisque on discute pour savoir si c'est à la fin du mois que la guerre va être déclarée, il fallait exfiltrer cette archiduchesse. Et lui, il a contribué par des négociations en rencontrant je ne sais trop qui, au pic du Gers. Ils ont pris le funiculaire, ils sont montés au pic du Gers, on devait peut-être pouvoir négocier à l'abri des regards. Alors il raconte ça, mais bon, voilà, c'est un petit truc à creuser pour un article local, en allant voir la presse locale, etc. Parce que c'est intéressant. Finalement, il y a eu des négociations aussi à Lourdes entre prélats catholiques pour discuter, pour essayer d'empêcher le conflit. Bon, c'est peut-être intéressant à savoir, quoi. Bon, je glisse. Alors, une domination qui était contestée, mais c'est pas une contestation qui va déboucher. Également, la Première Guerre mondiale. Alors, si on se place uniquement sur le plan du Conseil général, il ne se passe rien, il n'y a pas d'élection, etc. Le Conseil général se réunit, mais pour expédier les affaires courantes, comme on dit, parce qu'il y a des conseils généraux qui sont mobilisés. Alors, il y en a 8 qui sont mobilisés. Beaucoup sont trop âgés, mais il y en a quelques-uns qui sont mobilisés. Ce sont des jeunes. Mieusens de Castelnau-Rivière-Basse, Justin Lacaze de Lourdes, Louis Castetz de Galan, Félix Bazerque de la Barthe, Henri Soubervielle-Border de Luce et de Gèdre, c'était le maire de Gèdre. Oui, parce qu'après il y en a 2 autres qui sont mobilisés. L'un a 32 ans, c'est le docteur Salle, conseiller général de Viellorgue, qui était médecin militaire à Mirambeau. Et le président du conseil général, Pédouidou, qui a 60 ans, est mobilisé parce qu'il est médecin militaire, il est médecin-major de première classe. Et il est mobilisé en 1914 et il va passer la guerre dans un hôpital militaire, dans le nord d'abord, puis ensuite à Bordeaux. On a des images
Hein, c'est assez amusant. Voilà le président Pédebidou, n'est-ce pas, en uniforme, et le voilà ensuite, lors de la visite du président du Sénat, Antonin Dubost, dans l'hôpital militaire où travaillait Pédebidou, lequel est ici. Voilà. Hein. Également, une autre photo, Pédebidou dans une chambre de l'hôpital et Pédebidou participant à une opération. Voilà. Donc, il est actif pendant toute la guerre, hein, comme médecin. Et il ne siège pas au Conseil général. Alors il envoie quand même son avis, hein, on lit des lettres du président, mais il est mobilisé. Et puis il y en a un, je voudrais parler de lui, c'est le docteur Paul Trélaun, conseiller général d'Autun, parce qu'il est mort. C'est le seul conseiller général qui soit mort d'un éclat d'obus le 17 juin 1915. Hein, en allant porter secours à quelqu'un qui venait d'être victime de la même chose, d'éclat d'obus, eh bien, lui aussi en a reçu un. Voilà. Il y avait à ses côtés d'ailleurs un autre médecin argelésien, le docteur Abadi, qui lui sera conseiller général beaucoup plus tard et qui a pu constater la mort de son copain et qui n'a pu rien faire. Il avait été décidé, en 1918, au Conseil général des Hautes-Pyrénées, de faire une plaque, hein, et de mettre une plaque dans la salle du Conseil général pour commémorer la mort de leurs collègues. Et puis cette plaque, a-t-elle été faite? On n'en sait rien. En tout cas, elle n'y était plus. Et elle n'est nulle part. Bon, voilà. Je sais que Robert Vier, qui était originaire d'Autun et qui, dans le dictionnaire des conseils généraux, avait fait la notice de Trélaun, je crois qu'il avait écrit au Conseil général pour demander qu'à l'occasion de la guerre, du 100e anniversaire de la guerre, on commémore la mort de... Puis ça n'a pas été fait. C'est dommage, parce que c'était l'occasion de montrer qu'il y avait aussi des conseils généraux qui pouvaient se faire tuer, hein, à la guerre. Bon. Bref, voilà. Donc, 1919, la situation, on redevient vers une situation, la paix retrouvée. Le parti radical va essayer de retrouver sa puissance. Néanmoins, avant d'aborder la troisième partie, je voudrais m'arrêter sur un petit peu ce qu'on pourrait appeler le système radical. Bon, c'est-à-dire comment ils sont organisés et comment ils fonctionnent. Alors, ils ont une doctrine. Bon, parce qu'aujourd'hui, on peut se demander quelle est la doctrine des radicaux de gauche par rapport au Parti socialiste, par exemple. Hein. Mais à l'époque, bon, il y en a une. Alors, la question politique domine, hein, mais on voit apparaître des préoccupations sociales. Alors, la question politique, ça a été la défense de la République et du suffrage universel. Bon, ça, c'était très important pour eux. Et en même temps, la défense des libertés fondamentales. Alors aujourd'hui, ça nous paraît... c'est quand même important parce qu'il faut penser que ça, c'est pas venu d'un coup tout ça. La liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté de circulation. Bon, ça avait été adopté sous la Révolution, puis après ça a été repris, etc. Mais la liberté de la presse, la loi sur la presse de 1881 a été quand même une réforme fondamentale. Les libertés de réunion aussi. Donc eux, ils défendent leur conception de la République, du suffrage universel et de la démocratie. Bon. Et pour ça, deuxième, c'est bien joli de défendre le peuple, et déjà dans son petit ouvrage sur le suffrage universel et les paysans, Eugène Thénault, un ouvrage qui était paru en 1868, et Thénault qui essayait de comprendre pourquoi
la majorité de la population, en 1849, n'a pas voté pour les Républicains, et pourquoi ensuite elle s'est ralliée, elle a voté massivement oui au plébiscite de Napoléon III, etc. Un des points importants, c'était l'instruction. Hein. Donc, si on veut que les gens participent massivement et que le peuple participe massivement, il faut que ce soit un peuple instruit. Donc, c'est pour ça qu'ils défendent à fond l'instruction comme d'abord l'émancipation de l'individu par l'instruction, et l'instruction doit assurer aussi l'égalité des chances. Bon, bref, tout le discours républicain qui est aujourd'hui porté par tous ceux qui sont des républicains, officiellement. Hein. Bon. Et après, un troisième point qui découle de ça, c'est à qui laisse-t-on l'instruction? On ne peut pas la laisser à l'Église, d'où la notion de laïcité. Hein. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'on est contre la religion. La laïcité, ça ne veut pas dire être contre la religion. Bon, donc ce sont des préoccupations politiques, et ils défendent encore ça à cette époque-là, hein, parce que bon, c'est pas encore entré dans les, dans toutes les têtes. Nous sommes avant la guerre. C'est la gauche de l'époque qui a imposé l'impôt sur les revenus à la droite. Alors, évidemment, il n'y avait pas une majorité évidente au départ, donc il y a eu un compromis, mot qu'on entend souvent aujourd'hui. Mais le compromis, ça a été que, eh bien, la droite a fait passer l'augmentation de la durée du service militaire. Ils voulaient la mettre à 3 ans, parce que nous étions beaucoup moins nombreux que les Allemands en face. Donc pour eux, ce qui comptait, c'est 3 ans de service militaire. Bon. Et en échange, eh bien, la gauche a dit oui. La gauche de l'époque, hein, sauf les plus à gauche, mais en disant, oui, mais à ce moment-là, vous acceptez la création de l'impôt sur le revenu. Bon, c'est Joseph Caillot. C'était un impôt qui voulait créer, qui voulait tenir compte de l'égalité. Et en même temps, alors là, c'est une proposition socialiste, mais que Léon Bourgeois a soutenue, c'était la retraite. Hein, créer la retraite, la loi sur les retraites en 1910. Bon, alors, lui, son idée, c'était que par la solidarité acceptée et consentie, on faciliterait la paix sociale. C'est-à-dire que la solution pour lui, c'était pas la lutte des classes. Hein, mais il fallait trouver la paix sociale. Mais seulement la paix sociale, elle est possible que s'il y a acceptation de tous les partenaires, quoi. Et il pensait aussi que l'État pouvait intervenir pour corriger les inégalités sociales. Alors il y a des historiens qui ont travaillé sur lui et sur le solidarisme et qui ont dit, mais dans le fond, c'est un des précurseurs de l'État-providence. Bon, oui, on peut le dire comme ça aussi, mais c'est une idée qui fait son chemin. Voilà, ce qui veut dire que les préoccupations sociales sont pas absentes. Léon Bourgeois, il a été président du Conseil sous la Troisième République, ça n'a pas duré longtemps, il a été aussi une fois ou deux ministre, mais après, c'est après la guerre qu'il a été très connu, parce que ça a été le président, il a présidé la Société des Nations. C'était aussi un pacifiste qui a eu le prix Nobel de la paix, peut-être, je ne sais plus la date, mais c'est dans les années qui ont suivi la guerre. Bon, donc voilà, il y a des inspirateurs, il y a une doctrine, il y a des théories, il y a une réflexion. C'est pas simplement un parti de petits notables. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Ils ont une organisation structurée aussi. Et ça, c'est plus important électoralement. Je regarde l'heure, j'ai encore quelques minutes. Bon, ils ont multiplié ce qu'ils appelaient des cercles, des clubs. Le mot club anglais, on peut le traduire par cercle. Et ils avaient des cercles radicaux, donc dans presque tous les chefs-lieux de canton. Bon, à Argelès, ils se réunissaient dans un café qui s'appelait le café du cercle, et qui est aujourd'hui le café des Fleurs, près de la mairie. Mais sur les vieilles cartes postales, on voit bien café du cercle. Alors qui vont fréquenter ces cercles? C'est des clubs. Bon. Évidemment, ce n'est pas des petits agriculteurs ni des petits ouvriers qui vont. On y retrouve des médecins, beaucoup de médecins d'ailleurs, chez les radicaux, des instituteurs, hein, des petits commerçants et des artisans, bon, et des fonctionnaires divers.
aussi. Bon, moi j'ai essayé de voir un peu sur Argelès, mais je veux pas, ça vous dirait rien, mais voir qui y participait. Mais enfin, il y a quand même pas mal d'instituteurs. Je pense à Pierrefitte, par exemple. Il y avait un instituteur, Jean-Marie Calira, qui était en même temps secrétaire de mairie, et c'est lui qui influençait beaucoup de décisions du maire, etc. Le maire qui était un agriculteur, sauf au moment où il a mis le feu aux poudres, c'est quand il a dit, mais puisqu'il y a séparation de l'Église et de l'État, on récupère le presbytère et on y loge les instituteurs. Alors là, ça a été un gros problème. Bon, mais vous avez des fonctionnaires divers. Par exemple, le premier maire radical d'Argelès était un percepteur en retraite, mais c'était un percepteur. C'est un autre percepteur, Ernest Frilet, qui avait fondé un cercle radical à Lucin-Sauveur. Bon. Alors, ils ont donc cette structure des cercles qu'ils créent un peu partout, et puis un congrès annuel. Tous les ans, ils tiennent un congrès national et un congrès fédéral. Voilà. Alors, ils n'ont pas d'archives, etc., mais ils avaient un journal qui s'appelait La Presse radicale. Le radical socialiste était un hebdomadaire de la fédération départementale. Et alors, il n'est pas en bon état, mais il est encore préservé aux archives départementales, et c'est intéressant, parce que là, il vous donne les comptes rendus de chaque congrès, chaque année, etc. Et sur cette période de 10-15 ans, c'est un outil essentiel, parce qu'on n'a pas d'autres éléments. Et à partir de 1904, très important, la Dépêche de Toulouse a une édition spéciale dans les Hautes-Pyrénées. C'est la 6e édition de la Dépêche, l'édition des Hautes-Pyrénées, c'est la 6e édition de la Dépêche, c'est-à-dire qu'il y a des pages réservées aux Hautes-Pyrénées, en 1904. Et il y a un journaliste qui est envoyé depuis Toulouse, qui s'appelle François Alicot, rien à voir avec la famille Alicot d'Argelès, François Alicot qui va diriger la rédaction de l'édition des Hautes-Pyrénées, jusqu'à la fin de la guerre. C'était lui qui était pressenti pour diriger la Nouvelle République en 1944, et puis il y a renoncé. Alors, pour des raisons de santé, des raisons familiales, bon, c'est pas très clair. Bon, après, je n'ai pas marqué, mais Jean Dupuy possède le journal Les Pyrénées, qu'il a fondé en 1891, et en 1917, il crée un autre journal qui est Le Républicain, qui paraissait rue Bertrand Barrère, et en 1944, les locaux, comme le Républicain avait paru pendant la guerre, les locaux ont été confisqués, le matériel a été confisqué, et c'est de là qu'est sortie la Nouvelle République. Bon, donc il s'appuie sur une presse importante, et des gens écrivent dans la Dépêche, lisent la Dépêche. Alors, il y a un concurrent dans le département, c'est le Semeur, journal de droite, qui a un chanoine à sa tête, le chanoine Joannoulou, que Jacques Longuet comparait à une espèce de Torquemada, et le chanoine, c'est assez amusant parce qu'on y trouve des petites informations, etc. Et Robert Vier me dit un jour, mais c'est normal, les correspondants locaux du Semeur, c'était les curés. Alors ils faisaient passer plein d'infos. Mais les correspondants locaux de la Dépêche, c'était souvent les instituteurs. Bon. Et puis il y en avait un, par exemple, à Lourdes, au Cercle radical de Lourdes, il y avait un commis greffier du tribunal de Lourdes, qui était membre du Cercle radical de Lourdes, et qui écrivait aussi dans la Dépêche à ce moment-là. Il avait été élu conseiller municipal de Gers en 1904. C'est Charles Billère, le père de René Billère, qui était un militant radical. Mais qui est mort prématurément aussi. Ensuite, il s'appuie sur un réseau social qui, voilà, ça c'est ça qui serait intéressant de creuser et d'étudier. On y trouve beaucoup d'instituteurs et de fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui croient à l'école, vous comprenez, au rôle de l'école et de l'instruction, et qui, eux, doivent leur situation aussi à l'école et à l'instruction. Et donc, on les retrouve là, naturellement, dans le parti radical. Mais il y a aussi des ouvriers, il y a encore des arsenalistes qui y sont. Bon, pas pour longtemps encore, parce qu'ils vont passer à la SFIO.
Quand on regarde, vous savez, il y a un dictionnaire du mouvement ouvrier qui s'appelle le Métron, mais qui aujourd'hui a une édition numérique. Alors il est toujours alimenté. Et moi j'ai découvert des choses sur un tas de militants syndicaux, en particulier aux politiques des Hautes-Pyrénées, de gauche évidemment, parce que le Métron, c'est le dictionnaire du mouvement ouvrier. Alors je ne sais pas trop qui l'alimente, il y a des sources indiquées quand même. Et là j'ai trouvé, il y a des gens qu'on retrouve au Parti communiste après la guerre, mais qui avant la guerre avaient été au cercle radical socialiste Tarbé. Bon. Mais il y a aussi des patrons. Alors est-ce que c'est le solidarisme? En particulier, conseiller général de Lannemezan, pendant toute la période et jusqu'à sa mort en 1916, il y a Édouard Despots, qui est un industriel qui a fondé la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Pyrénées et qui en a été président de sa création jusqu'à sa mort en 1916. Il était en même temps directeur d'un journal radical à Bordeaux qui était La France de Bordeaux et accessoirement administrateur de la Banque de France. Bon, Édouard Despots donc représente les milieux d'affaires aussi au sein du Parti radical. Et celui qui a été longtemps conseiller général de Bagnères de Bigorre, c'était Jules Sansotte. Il était chef d'entreprise à Bagnères aussi. Hein. Donc on a un réseau, mais là on est toujours dans les théories que véhicule, que définit Léon Bourgeois. Alors après, surtout, c'est un réseau d'élus locaux. Hein. Alors, réseau d'élus locaux. Je voudrais terminer, mais peut-être que j'y reviendrai alors la prochaine fois sur ça, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais en 1925 arrive un préfet, 24 pardon, au moment où le cartel des gauches arrive au pouvoir avec Édouard Herriot. Et comme toujours, chaque fois qu'on change de gouvernement, ou du moins d'orientation et de majorité, on change le préfet et on met un préfet qui est favorable au gouvernement. Et arrive à Tarbes le préfet Taussac, TAU-2SAC. Et lui, il va s'empresser, juste après les élections municipales de 1925, d'envoyer à chaque maire un questionnaire avec un tableau à remplir. Il voulait connaître la couleur politique de chacun des conseillers municipaux. Bon. Et c'est très intéressant à dépouiller. Alors, moi, je l'avais fait il y a... En 2007, je m'étais amusé. Remarquez, bon, c'était un amusement, ça peut paraître bizarre comme amusement, mais c'était intéressant, quoi, c'était un loisir. Hein, à dépouiller cette enquête, et puis j'avais fait un article en 2007, qui est paru en 2007 dans le bulletin de la Société académique. Mais il y avait eu quand même un grand nombre, je ne veux pas entrer dans le détail, mais elle était fiable cette enquête, parce que il y avait un certain nombre de maires, une minorité qui avait refusé de répondre en disant non, on ne fait pas de politique, etc., etc. Mais la grande majorité avait répondu. Alors, le préfet Malin avait demandé quand même aux percepteurs de vérifier, parce qu'il voulait une confirmation. Mais il y a eu une élection législative partielle peu de temps après. Parce que après la mort de P. de Bidou, accidentellement, et comme c'est le président du Conseil général, il s'est fait élire président du Conseil général à ce moment-là pour remplacer P. de Bidou, Prosper Noguès a été candidat pour être sénateur, ce qui fait qu'il a libéré son siège de député. Donc on a eu une élection sénatoriale partielle pour remplacer P. de Bidou qui était mort, et une élection législative partielle pour remplacer Noguès qui était devenu sénateur. Eh bien, si on confronte les résultats de ces élections, parce que l'élection législative partielle, elle était à la proportionnelle départementale, donc tout le département était concerné. Si on regarde, eh bien, ça correspond à peu près. Hein. On pouvait à l'avance savoir combien de voix allait avoir Noguès comme candidat aux élections sénatoriales. Et à 50 voix près, 57 voix près, eh bien, le résultat, il a donné 57 voix en plus à Noguès que ce qu'on pouvait estimer à partir de l'enquête
de P2Bidou, du préfet Tossac. Ce qui veut dire que ça donne une idée importante. Et là, on voit combien, justement, les radicaux sont vraiment implantés. Alors, chose, quand même, je voudrais dire une chose importante, ils sont non pas implantés parmi les conseillers municipaux et maires ruraux, ils sont surtout dans les villes et dans les chefs-lieux de canton. L'assise du Parti radical à cette époque-là, c'est pas le milieu rural. Et quand on regarde les résultats des élections de la partielle, eh bien le candidat de droite, il fait ses meilleurs scores dans les villages. Mais par contre, dans les chefs-lieux de canton et dans les petites villes, c'est le radical qui arrive en tête. Donc, ce n'est pas un électorat rural encore. Le premier électorat de la première génération des radicaux, c'est un électorat urbain ou de chef-lieu. Parce que, bon, les bourgs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à travers cette enquête, combien le conseiller général, c'est le maillon clé du système radical. Et c'est aussi, et le conseiller général, à partir de ce moment, c'est la clé de voûte. On a une pyramide d'élus. À la base, il y a les maires et les conseillers municipaux. Au sommet, il y a les parlementaires, les sénateurs et députés. Et puis, entre, il y a les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement, parce qu'à l'époque, il y avait des arrondissements. Et ce sont eux qui sont les relais. Le conseiller général, en quelque sorte, il sert de relais à la base des maires auprès des autres élus, mais il est aussi, au moment des élections, le relais des candidats auprès des électeurs. Alors, je vous lis simplement un petit passage relevé dans la presse à l'époque. Au moment des élections, c'était dans la dépêche du 17 septembre 1925. Les candidats, ils font la tournée des popotes pour se faire élire. Avec Boué. Alors oui, Boué, qui était maire de Tarbes, n'était pas député, il l'avait été puis il avait été battu, et donc en 1925, il profite de l'opportunité de se représenter, et il a été élu. Bon, alors voilà, les journaux relatent ces visites cantonales. Ainsi, la dépêche du 17 septembre 1925 a suivi Alexandre Boué la veille dans le canton de Rabastens. Alors je cite le journal, mais ce sont des faits qui étaient encore valables il y a une dizaine d'années ici. Mais aujourd'hui, je pense que ça marche plus, quoi. On l'a vu, par exemple, dans les dernières élections législatives ou dans les avant-dernières. Vous avez beau avoir une liste de maires qui disent qu'ils soutiennent X ou Y, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, je n'ai pas à prendre de position, mais ça marche plus comme ça. Monsieur Boué visitait lundi et mardi le canton de Rabastens, accompagné de monsieur Lacoste, maire de Rabastens et conseiller général, assisté de monsieur Bagette, conseiller d'arrondissement. Évidemment, tous ces gens sont des radicaux. À Bouille-de-Vent, où tous les électeurs étaient présents, M. Desconette, maire, présentait le candidat et, dans une vigoureuse déclaration, posait les raisons qui militent en faveur du candidat d'Union des gauches. À Tostat, M. Desconette, alors c'est pas le même Desconette, parce que le premier ça s'écrit O-2-N et l'autre s'écrit A-U-N-E-T. Bon, M. Desconette, maire, présentait en termes flatteurs M. Boué, qui fut son compagnon pendant la guerre. Or, c'est assez amusant parce que le premier Desconette, celui de Bouille-de-Vent, il apparaît là comme militant radical, etc. Mais par la suite, après la guerre, il sera conseiller général. Et c'est un des fondateurs de la mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées. Bon, mais vous voyez, c'est le réseau. Alors on a des maires, on fait une réunion publique sous les préaux d'école, etc. Et puis là, on fait un grand discours très Troisième République, et avec des grands principes, etc. Et puis les gens ensuite ils votent. Sachant qu'à l'époque, le suffrage universel, il est uniquement masculin. Bon, voilà. Alors c'est tout ce système. Et ce système, on va pas se cacher, mais il a perduré. Je pense à un personnage comme François Badi, qui est mort maintenant au début des années 2000, mais il fonctionnait comme ça. Dans ses campagnes électorales. Dans les campagnes, on fonctionnait encore comme ça. Alors voilà, 1925, c'est parce qu'il y a eu, le président du Conseil général,
sénateur, est mort dans un accident de train le 25 mars 1925 à l'entrée de Poitiers. Il y a, je ne sais pas, un rail qui a cédé, etc. Et les premiers wagons qui étaient derrière la locomotive sont tombés dans le Clain. 4 wagons tombés dans le Clain, dont le wagon de tête qui était en première classe. Et il y a eu une cinquantaine de blessés et 5 morts, dont P. de Bidou, sénateur des Hautes-Pyrénées. Voilà des photos de l'accident. Bon, l'an prochain, ça fera 100 ans, tout juste. Alors, c'est ça qui a généré... alors, curieusement, il y avait eu une trentaine d'années un accident au même endroit. Bon. Et les gens appelaient ça le pont de la mort ou quelque chose comme ça. Bon. Parce qu'il y avait déjà eu un accident. C'est près de Poitiers, Saint-Benoît, près de Ligugé. Si vous connaissez l'abbaye de Ligugé, où est passé Saint-Saver avant de venir dans le Lavedan, selon la légende, voilà. Bon, alors il est l'heure de 15h28. Ce que je voulais vous dire ensuite dans une troisième partie, c'est que l'hégémonie radicale est remise en cause de 1919 à 1934. Hein. Il y a eu des résultats électoraux contrastés. Ils n'ont jamais retrouvé leur poids au niveau des législatives. Bon, au Conseil général, ils ont conservé leur poids, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des législatives, ils n'ont jamais retrouvé le poids qu'ils avaient. En 1919, par exemple, on a une liste, c'est au scrutin de liste en 1919 et 1924. Sur les 3 sièges élus, un seul radical est élu. C'était une proportionnelle un peu bizarre parce que c'était une proportionnelle au panachage. Hein, autrement dit, aujourd'hui, enfin, les dernières élections législatives proportionnelles que nous ayons eues, c'était en 1986. Et vous ne pouviez pas panacher. Vous votiez la liste, et puis après, les gens, ils étaient pris dans l'ordre. Sous la 4e République, c'était comme ça aussi. Mais là, on pouvait panacher. Donc, on pouvait rayer et choisir. Donc, avec ce système-là, Boué, seul radical, a été élu. Fould a été élu à droite. Et puis, il y a eu un nouveau venu, qui était le baron Maurice de Rothschild, qui a été élu pendant 4 ans. Il faut dire aussi, ce qui a nuit, et c'est ça aussi une innovation aux radicaux, c'est qu'il y avait une liste SFIO. Il y avait pour la première fois à ce genre d'élection une liste SFIO qui a fait des voix. Alors curieusement, sur cette liste SFIO, il y avait 2 Tarbés. Oui, attends, il y avait 4 élus, pardon. Rothschild, il a eu 2 élus. Lui et Joseph Sempé, un des ancêtres du docteur Sempé. Et puis, les 2 candidats de la liste SFIO étaient 2 Tarbés et 2 Pierrefitttois. Hein. Ensuite, nous avons eu, 1924, de nouveau une élection. Alors là, c'est le cartel des gauches. Et il y a alliance avec les socialistes qui soutiennent. Vous savez, ils vont soutenir, mais ils ne participeront pas. En 1924, c'est les socialistes qui ont soutenu sans participer. En 1936, c'est les communistes qui ont soutenu sans participer. Bon. Parce que ce sont des termes qu'on a entendus encore il n'y a pas longtemps. Donc, en 1924, ils ont 2 sièges. Prosper Noguès est élu, et puis un nouveau, Bertrand Nogaro. Alors, Bertrand Nogaro, c'est quelqu'un qui est né dans la région parisienne, qui est mort dans la région parisienne, mais qui est originaire du canton de Trie. C'était un universitaire, spécialiste d'économie. Il a été, pendant 1 ou 2 mois, ministre des Finances d'un gouvernement éphémère. Et j'ai mis, parce que ça date de 1927, alors tous ceux qui ont travaillé dans des petits que sais-je, ça vous dit quelque chose, les petits que sais-je peut-être, hein. Eh bien, c'est un petit que sais-je de 1927. L'économie contemporaine par Bertrand Nogaro. Il est resté député pendant une dizaine d'années, il était conseiller général également, et il a été membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ce monsieur. Mais ce qui triomphe à l'époque, c'est la droite, en particulier le Maurice de Rothschild, le baron,
là c'est une photo que j'ai prise sur internet, mais j'ai pris celle-là parce qu'il y en avait plusieurs, parce que c'était au Grand Prix de Chantilly où il avait un cheval qui concourait. Bon, Armand Achillefould élevait aussi des chevaux dans l'Orne, tout en ayant le château Saint-Julien de Bechevel dans le Médoc, et puis un élevage ici de moutons à Oléac de Batte. Bon, et Jean Desbos, alors Jean Desbos, c'est un propriétaire aussi mais de la région de Maubourguet, qui lui était bien ancré dans le département, etc. Ces trois-là ont été députés à plusieurs reprises au cours des années 20. Alors, pourquoi ? C'est là que je veux terminer, parce que dès l'instant où il y a des concurrents socialistes qui apparaissent, et même communistes, il n'y a pas de liste commune. Oui, j'ai oublié de dire une chose. Dans le département des Hautes-Pyrénées, lorsqu'il y a eu le congrès de Tours en 1920, la majorité de la SFIO a choisi de passer au Parti communiste. Ce qui fait que le Parti socialiste dans les Hautes-Pyrénées, à ce moment-là, a souffert parce qu'il a perdu le contrôle du parti. Et c'est un prof de philo du lycée Théophile Gautier, Georges Tanès, qui a remonté la section socialiste départementale. Mais donc, il y a quand même une concurrence à gauche. Le radicalisme, là, il est sur sa gauche, il est attaqué, il perd des voix. Alors il va s'allier à Tarbes, il s'allie à Bagnères. Prosper Noguès aussi ouvre sa liste aux socialistes. En 25 notamment, et après. Dans d'autres coins, par exemple à Pierrefitte, ça a été le cas aussi. Mais ça déplaît à qui ? Aux anciens alliés de la RD. Alors tant que Jean Dupuy est présent dans les Hautes-Pyrénées, Paul Dupuy, pardon, son fils, Paul Dupuy est fidèle à cette alliance avec les radicaux. Mais quand Paul Dupuy meurt en 1927, eh bien, on va avoir les leaders de l'ARD renoncer à toute alliance avec le parti radical, au point que le candidat auquel est opposé Noguès en 1925 lors de l'élection partielle à la suite de la mort de Pédubidou, eh bien, c'est un ARD qui est soutenu par la droite. Ce qui veut dire que ce centre, qui était aussi allié des radicaux jusque-là, n'acceptent pas le cartel des gauches, ils le disent carrément. Et donc ils vont basculer du côté de la droite départementale. Et donc, ça va finir... Alors, dans un premier temps, les socialistes restent accrochés aux radicaux, et puis à Tarbes, en 1932, ils démissionnent, en désaccord avec la politique menée par le maire Bouet, il démissionne, provoquant une nouvelle élection pour les remplacer à eux. Bon, là, Bouet garde la majorité à très peu de voix, mais il démissionne de sa fonction de maire et il laisse la place à Clarence. Et en 1935, on a une liste socialiste, une liste communiste, une liste radicale, et en face, Maurice Trélu fait une liste d'union des droites. Et c'est comme ça que Maurice Trélu est élu maire en 1935. Alors, si vous voulez, parce que ce qui s'est passé à Tarbes, c'est que les socialistes ont aussi lâché les radicaux. Alors, ces pauvres radicaux, ils se trouvent tout seuls, finalement. Ils sont coincés parce qu'ils sont victimes de la bipartition de la politique nationale. Vous comprenez ça ? Voilà. Et il y a d'autres élections qu'ils vont perdre. Ils vont perdre l'élection sénatoriale de 1935, où c'est Manuel Fourcade de Vic qui est élu, ainsi qu'un parachuté, Émile Miraut, qui était le directeur du journal Le Temps, ancêtre du Monde. Bon. Donc ils perdent les sénatoriales, ils perdent la mairie de Tarbes, ils sauvent Bagnères, ils vont perdre Argelès, donc ils reculent sur toute la ligne. Et
En 1934, ils sont minoritaires au Conseil général. Et en 1934, c'est Batby, qui était conseiller général et maire de Saint-Pé, qui devient président du Conseil général. Donc il y a eu une bascule qui s'est produite parce qu'ils ont été attaqués à la fois sur leur gauche et sur leur droite. Bon, c'est tout un débat, ça. Alors, je conclurai. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Il doit y avoir les échecs se succèdent. Bon, je les ai évoqués rapidement. Et voilà. Alors, je termine sur une note optimiste pour les radicaux. C'est que, et on y reviendra la prochaine fois, je vous montre le portrait de Gaston Manin. Gaston Manin, à l'âge où il est apparu, parce qu'on a vu des photos de lui plus vieux. Vous savez, c'est la rue du Conseil général, la rue Gaston Manin. Gaston Manin a été conseiller général de Mont-Léon-Barousse. Il a été élu député en 1935 et c'est le seul député de gauche élu en 1936 lors des élections législatives Front populaire. Il sera d'ailleurs secrétaire d'État dans le deuxième gouvernement que fera Léon Blum en 1938. Et c'est lui qui va relancer les radicaux dans le département des Hautes-Pyrénées et qui va introduire une deuxième génération, mais sur d'autres fondements, des fondements plus ruraux. Voilà, avec une implantation différente. Bon, Gaston Manin, je dis, sur les 2 sénateurs et 3 députés qu'on avait, donc 5 parlementaires, il y en a 4 qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet, et Gaston Manin a voté contre les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet. D'ailleurs, notre ancien collègue, vous avez entendu parler, c'était Gaston Manin, l'homme qui a dit non à Pétain. C'est un personnage qui donc va redresser les radicaux. Voilà, ça c'est un petit... La prochaine fois, je voudrais vous parler du Front populaire dans le département, parce qu'on ne peut pas couper à ça, hein, du Front populaire dans le département, avec les conséquences que ça va avoir aussi sur le plan politique. Voilà, j'ai accéléré parce que j'étais trop long à un moment donné, mais bon, sauf s'il y a des questions, on peut en parler, mais bon. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.